Audio Jungle. Bonjour, bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle aventure du foot européen. Au menu, les qualifications de l'Euro 2020. Un fumant et décisif France-Turquie ce soir retient les attentions. Les Pays-Bas et l'Allemagne font un nouveau et grand pas vers la qualification. La Belgique, l'Italie, la Pologne et la Russie ont déjà composté leurs billets pour la phase finale. Les nouvelles de Neymar Junior, encore blessé. Qu'est-ce qui explique les blessures à répétition du prodige brésilien, son style de jeu ou son hygiène de vie? Les spécialistes en parlent dans le débat, puis la parole aux auditeurs. La libre antenne, il se prononce sur l'effet marquant du week-end. En studio, Franck Nunyama. Bonjour Franck. Bonjour Ezekiel, bonjour à toutes et à tous. Roméo Hétor qui fait son grand retour. Bonjour Roméo. Bonjour Ezekiel, bonjour à tous. Et les congés Bien passé. sur les îles. Oui, Féroé. Voilà, Roméo de retour. Bonjour également avec nous en studio, le confrère Noël de Souza. Bienvenue. Oui, bonjour Ezekiel, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les fidèles branchés. Il est également avec nous le confrère de Foot Chronique, Félix Ouala. Bonjour à toi. Bonjour Ezekiel, bonjour à tous. Mise en onde, la reine Pélagé Mekoum. Je suis Ezekiel Ayataï. Et pour la vidéo de cette émission, notre cher ami et l'homme à Devon. Bienvenue à toutes et à tous. Plateau Foot Europe fait donc le tour des qualifs de l'Euro 2020 et nous démarrons avec le groupe C. Et dans ce groupe, hier, on a vu un match difficile pour les Pays-Bas face à la Biélorussie. À l'arrivée, une victoire des Bataves, 2-1. Roméo Hétor, ça a été difficile, compliqué pour les Bataves. Ouais, je pense que les Pays-Bas ont fait le nécessaire. Même si le score est de 2-1, cette victoire a été compliquée. C'est une victoire dans la douleur pour les Oranges. Je crois que cette équipe, avec sa jeunesse, avec sa fraîcheur, arrive à grappiller des points. Donc les Pays-Bas ne sont plus loin de cette qualification pour l'Euro 2020 de football. Et face justement au Bélarus, c'était un match compliqué, surtout en deuxième mi-temps, puisque les Pays-Bas menaient déjà 2-0. Et c'est à la seconde mi-temps que l'équipe adverse a pu réduire l'écart. Même si Memphis Depay n'a pas joué pour cause de blessure, je pense que les autres, ils ont répondu présent. Même si cette victoire a été dans la douleur, c'est nécessaire de gagner ce match à l'extérieur. Ils ont fait 2-1. Je crois qu'avec une victoire, les Pays-Bas vont composter leur qualification. Noël de Souza, on peut dire que les Pays-Bas aujourd'hui, c'est une équipe retrouvée. Moi, on peut le dire et on peut dire oui et non parce que vous savez, les Pays-Bas aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une mayonnaise qui est en train de prendre avec cette jeunesse-là conjuguée à certains vieux. Ouais. Quand on prend un peu un Babel, c'est un joueur de longue date. Donc, quand vous voyez un peu cette équipe aujourd'hui, vous sentez quand même qu'il y a de la matière, il y a des joueurs qui évoluent au haut niveau, il y a des joueurs qui sont pratiquement chaque week-end sur les grandes pelouses européennes et je pense également qu'avec ça également, ça permet aujourd'hui aux Pays-Bas, avec un certain Koeman également, le message est en train de passer, c'est ce qu'on peut dire quand on prend un peu ces matchs pour la qualification de l'Euro. Je dirais tout simplement que les Pays-Bas aujourd'hui sont en train de faire une prestation assez appréciable. Maintenant, vous savez, les éliminatoires sont tout autre chose et la compétition et proprement dite également est une autre chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette équipe des Pays-Bas est appréciable par rapport à tout ce qui est fourni. Quand on prend un peu cette jeunesse-là avec les Frenkie de Jong, c'est vrai que Depay n'a pas joué, mais il y avait également de la matière. Vous avez l'autre de Jong également, lui qui est également très pimpant, sans oublier Van Dijk également. Donc je dirais tout simplement que cette équipe-là, elle est appréciable, mais moi je pense également qu'il va falloir dire à ces jeunes-là que ce n'est pas encore fait. Le fait de croire qu'on est déjà à un top niveau va les porter préjudice au cours de cet Euro. Il ne faut pas oublier que cette équipe des Pays-Bas ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde passée. Donc ça veut dire également que en dehors des qualificatifs, c'est vrai, ils sont en train de revenir, mais je pense qu'il faut les dire
qu'il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est une victoire des Pays-Bas grâce à un doublé de Wijnaldum. Que dire de cette frappe splendide qui a permis donc aux Pays-Bas de gagner et de prendre les 3 points. Les Pays-Bas sont en tête de ce groupe et justement devant l'Allemagne à la différence de but particulier. Oui, voilà, à la différence de but. Alors Franck Nunyama, vous êtes le patron de la Bundesliga, l'Allemagne qui a gagné hier 3-0 en Estonie. C'était important de gagner pour être au même niveau que les Pays-Bas qui, vous l'avez dit, ont fait une victoire difficile face à la Biélorussie. L'Allemagne a fait l'essentiel aussi. C'est 2 favoris, quoi qu'on dise, de cette poule. Ils sont actuellement à 15 points tous les deux et je crois que les prochains matchs vont être vraiment importants. C'est les 2 premiers qui se qualifient, donc avec derrière peut-être l'Irlande qui est en embuscade. Donc attention au faux pas. L'Irlande est toujours en course. Est toujours en course. Donc 3-0 face à l'Estonie. Je pense qu'il n'y a pas surprise là-dessus, même si l'Allemagne dandine un tout petit peu ces derniers temps. Le résultat est là pour dire tout simplement que l'Allemagne reste toujours un grand. Par rapport aux Pays-Bas, c'est une équipe, on peut le dire, en reconstruction comme l'Allemagne. Les Pays-Bas n'étaient pas au dernier mondial et ça a été un tollé mondial. Donc, ils se retrouvent peu à peu, ils font leur boulot, ils se qualifient. Je pense qu'ils seront à l'Euro avec l'Allemagne. Que dire de ce carton rouge de American en première mi-temps? On sait que c'est un joueur qui est souvent dur sur l'homme. Lorsque vous voyez un peu ses derniers matchs avec la Juve, il a eu également beaucoup de cartons. Donc je pense que l'arbitre a pris sa décision en âme et conscience. Et ça a failli jouer un mauvais tour à l'Allemagne sur le plan numérique. Mais l'expérience aidant, la Nationalmannschaft a fait le boulot. Donc je pense que c'est un joueur qui doit revoir un peu ses interventions, son jeu. Sinon, il aura peut-être à pénaliser souvent sa sélection. Voilà. Félix Walla, un mot sur ce groupe de l'Allemagne et des Pays-Bas? Oui, dans ce groupe, on voit que les 2 grandes nations de cette poule assument pour le moment, si je peux dire, parce que en 6 sorties, les 2 équipes ont accroché 5 victoires et ont eu une défaite. Peu importe, malgré tout ce qui arrive, ces 2 équipes sont toujours à la tête de leur groupe et quoi qu'il arrive, vont se qualifier. Maintenant, sur ces 2 équipes, il y a... Attention à l'Islande. À l'Irlande. Oui, il y a l'Irlande qui dit... Mais bon, les Pays-Bas et l'Allemagne ont toujours un match en moins. Donc, imaginons, ils vont se rencontrer entre eux. Il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs, 2 journées et ce sera fini. Donc, je pense bien que l'Allemagne et les Pays-Bas, oui, sont annoncés comme les favoris de ce groupe. Ouais. Mais l'Irlande, qui n'est qu'à 3 petits points, peut toujours créer la surprise. Attention donc au faux pas dans ce groupe C. Alors, nous parlons du groupe E où samedi, on a vu la Croatie être accrochée par le pays de Galles. Un but partout. Victoire de la Hongrie sur Azerbaïdjan, 1-0. La Croatie quand même en tête de ce groupe. Mais ce match nul, messieurs, c'est quand même une surprise. Hein. Ouais, ça ressemble à une surprise. Mais vous savez, c'est une compétition, une phase éliminatoire qui est très longue. Et la plupart des joueurs également évoluent avec leurs clubs respectifs, jouent beaucoup de matchs et puis enchaîner avec la sélection, c'est pas évident. La Croatie, depuis un certain temps, on a constaté que depuis la finale de la Coupe du Monde 2018, cette équipe ne se retrouve pas. C'est difficilement qu'elle arrive à gagner ces matchs. Oui, la Croatie n'est pas dans sa forme idéale parce que beaucoup de joueurs sont... Les joueurs croates ont peut-être besoin de 3 mois de repos. 3 mois de repos, oui. Bien que pour dormir, reprendre des forces. Je pense rajeunir cette équipe, ça fera du bien à l'équipe de la Croatie parce que cette équipe, ma foi, les joueurs ont les jambes lourdes, n'arrivent pas à s'exprimer comme on le souhaite. Mais ça arrive à toute sélection. À un moment donné, on atteint l'apogée, il faut reconstruire. Et c'est le temps de reconstruction qui embête certaines sélections. Ça n'arrive pas très vite. Donc la Croatie, passe des moments difficiles dans cette phase éliminatoire. L'essentiel, c'est de se qualifier. Et si la Croatie arrivait à se qualifier,
qualifié. Je pense que peut-être on va voir une autre équipe à la phase finale. Voilà, la Croatie n'a besoin que d'une victoire pour se qualifier. La Croatie en tête de ce groupe. Peut-être un mot sur l'Azerbaïdjan qui joue au foot, battu par la Hongrie 1-0. L'Azerbaïdjan, c'est ça. C'est une nation émergente, on peut le dire. Ces nations, dans le temps, ne pouvaient pas tenir devant les équipes habituées à la compétition, mais aujourd'hui, elles arrivent quand même à produire du jeu. Azerbaïdjan, Arménie, Malte, Gibraltar, Saint-Marin, Andorre, qui ne dort plus. Donc, je pense que ces équipes, petit à petit, se donnent un niveau et ça fait plaisir quand même pour le football européen. Voilà, la Croatie en tête du groupe E avec 14 points. Deuxième, la Hongrie, 12. 10 unités pour la Slovaquie, troisième. Quatrième, le pays de Galles, 8 points. Et puis, cinquième et dernier, naturellement, l'Azerbaïdjan, un petit point au compteur. Nous parlons du groupe G où samedi, la Pologne a dominé Macédoine 2-0, puis la victoire en déplacement de l'Autriche sur la Slovénie 1-0. La Pologne et l'Autriche en tête de ce groupe, mais la Pologne déjà qualifiée, pas une surprise du tout, messieurs, avec un certain Lewandowski. Non, ce n'est pas une surprise pour la Pologne. Cette équipe, depuis 5 ans, déjà est en train de confirmer, est régulière sur la scène européenne, avec ce joueur dont vous venez de parler, Robert Lewandowski, plus d'autres joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens. Donc la Pologne, aujourd'hui, fait bien les choses, joue son football solide et très bien également en attaque. Donc je pense que ce n'est pas une surprise aujourd'hui. Et par rapport à l'Autriche aussi, depuis la co-organisation de l'Euro 2008 avec l'Ukraine, a disparu un tout petit peu, mais elle tente de revenir avec des joueurs comme David Alaba du Bayern de Munich. Elle essaie, mais ça ne répond pas souvent. On verra bien pour cette qualification de l'Euro 2020 parce que cette sélection autrichienne a envie quand même d'être au rendez-vous de 2020. Mais on ne dirait pas que cette poule est un petit peu trop facile parce que si vous voyez la poule, il y a la Pologne, l'Autriche, la Macédoine, la Slovénie, Israël, la Lettonie. Ça reviendra toujours sur le débat sur les éliminatoires de l'Euro dans lesquels il y a pratiquement des équipes faibles qui sont un peu plus élevées que les équipes de haut niveau. Voilà, donc la Pologne déjà qualifiée. Deuxième, l'Autriche, 16 points. Troisième, Macédoine, 11 points. L'Autriche, avec une victoire, sera déjà qualifiée. Et donc, quatrième, la Slovénie, 11 points également. 8 points pour l'Israël, cinquième. Et bon dernier, avec un 0 pointé, la Lettonie, sixième de ce groupe. Direction le groupe I, où on retrouve quand même la Belgique, la Russie. Samedi, la Belgique en déplacement avait dominé Kazakhstan 2-0 et victoire également en déplacement de la Russie à Chypre, 5 buts à 0 dans ce groupe. La Belgique et la Russie déjà qualifiées. Noël de Souza, la Belgique d'Eden Hazard qui a 24 points en 8 journées de compétition. Oui, je pense que c'est très très appréciable ce qu'est en train de faire ces jeunes joueurs-là. Quand on prend un peu cette équipe belge, vous suivez un peu le parcours. Je pense que c'est la demi-finale pour la dernière Coupe du Monde. Maintenant, cette qualification acquise, ça veut dire qu'il y a une coupe qui est ascendante. Maintenant, ce qu'on demande aux Belges, c'est de comprendre qu'au cours des compétitions, ce qu'ils ont déjà fait au cours de la Coupe du Monde passée, il faut plus s'imposer parce que souvent, on a eu des équipes de par le passé au niveau de la Belgique où il y avait la matière, il y avait les joueurs, mais ils n'arrivent pas à s'imposer au cours de ces compétitions. Et je pense qu'avec cette qualification pour l'Euro, ils auront quand même le temps de peaufiner tous les détails possibles pour pouvoir aller jouer. Quand on prend un peu un Romelu Lukaku qui est en train de revenir au meilleur de sa forme, c'est vrai qu'entre-temps, c'était Saint-Marin avec, je ne sais pas si c'est 9. C'est 9-0. 9-0. Donc, c'est vrai que c'était Saint-Marin en face, mais il faut avoir la capacité de mettre assez de buts. Donc, je pense que ça permet quand même aux joueurs de se retrouver. Ça permet au staff dirigeant également d'essayer de retrouver les différentes combinaisons possibles
dès qu'il y aura un joueur ou un pion qui va manquer, un maillon qui ne sera pas là, comment essayer quand même de peaufiner les détails au niveau de cette chaîne-là qui constitue l'équipe. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle performance pour cette équipe belge-là. Vous savez, quand on gagne, on a de la joie, on a de la confiance et ça permet de récidiver. Roméo, la Belgique qualifiée, est-ce qu'on peut déjà placer la Belgique parmi les favoris de l'Euro 2020? Mais la Belgique fait office de super favori, j'allais dire, parce que cette équipe avec cette génération bénie, je peux le dire ainsi, parce que la plupart des joueurs belges sont des titulaires incontestables dans leur club respectif. Je pense que la Belgique aujourd'hui présente une équipe assez solide, assez forte, assez impressionnante. Complète. Je pense que cette équipe est vraiment attendue à la phase finale de l'Euro 2020. La Belgique qui a survolé sa poule, 8 victoires sur 8 possibles, c'était pas évident, mais cette équipe l'a réalisé, surtout cette victoire à l'extérieur, 2-0. Je crois que c'est une très belle victoire pour les Belges, surtout les Batshuayi, Lukaku n'était pas de la partie, mais cette équipe a résisté. Meunier qui a marqué. Je crois que la Belgique aujourd'hui présente un football assez intéressant. C'est du genre... une équipe qui ne se laisse pas surprendre. Elle défend, elle attaque, elle fait un football total et c'est une génération, comme je l'ai dit, bénie de la Belgique qui s'y présente aujourd'hui, 3e lors du dernier mondial et actuellement qualifiée sans grande difficulté pour la phase finale de l'Euro 2020. Je crois que cette équipe est très attendue. Franck, vous êtes impressionné par... Bon, je pense que c'est le seul point faible de la Belgique aujourd'hui. Thibaut Courtois avec... Toi qui étais pourtant annoncé comme l'un des grands gardiens en devenir et finalement... Selon Florentino Pérez. Je pense que ce parcours des Diables Rouges de la Belgique n'est que logique. Lorsqu'on a fait une Coupe du Monde aussi brillante il y a un an, un peu plus d'un an en terre russe, je pense qu'on a le devoir de confirmer et c'est ce que fait cette sélection dirigée par Roberto Martinez. 8 matchs, 8 victoires, 24 points à l'arrivée, mais il n'y a pas mieux à demander. C'est une très très belle sélection et aujourd'hui première nation mondiale de football au classement FIFA. Je pense que la Belgique a un peu la pression maintenant. Et il reste à savoir si la Belgique a quand même les coups des franges pour répéter les mêmes performances lors de la phase finale. C'est ce qui est souvent compliqué. On a vu ça avec les Pays-Bas qui ont été toujours les premiers à boucler les qualifications, à être en tête, mais en phase finale, ça devient très compliqué. Donc les Diables Rouges ont des joueurs de renom, des joueurs de très très haut niveau et 24 points en 8 matchs. Vraiment, je pense que c'est une performance à apprécier derrière la Russie qui va se qualifier. La Russie qui, depuis sa Coupe du Monde, a élevé le niveau aussi de son football. Donc, la Russie déjà qualifiée aussi. Avec et c'est d'ailleurs le seul groupe dans lequel on a déjà deux qualifiés. Les deux qualifiés sont là, la Belgique et la Russie. Sans surprise donc. Et puis l'autre match hier a vu la victoire de l'Écosse sur Saint-Marin qui a encore encaissé 6 buts, 6-0 donc de l'Écosse. Avec un goal de moins 43. Oui, moins 43. en 8 matchs. Et Kazakhstan, 5e avec 7 points. Voilà, et 0 points pour Saint-Marin, bien évidemment. Nous parlons du groupe A, suite donc de ces éliminatoires. Le groupe A où on aura ce déplacement de l'Angleterre en Bulgarie. L'Angleterre qui est bien en tête de ce groupe, mais surprise la dernière fois par la République tchèque, battue 2-1. Alors, que dire de ce déplacement de l'Angleterre en Bulgarie? Félix Walla? Oui, ils vont tout simplement se rattraper parce que bien avant leur défaite passée, c'était en moyenne 4 buts ou 5 buts pour les Anglais. Aujourd'hui, on a parlé de la Belgique qui, pour moi, a quelques failles, comme on vient de le dire, Thibaut Courtois, ou peut-être même Meunier qui n'enchaîne plus les matchs au PSG, ou en attaque, Michy Batshuayi. Mais si vous prenez l'équipe les trailers de l'Angleterre, vous allez voir que c'est une équipe solide. Harry Kane, Raheem Sterling et Sancho qui est la sensation, la révélation depuis la saison dernière en Bundesliga. Tout s'est huilé autour d'un bon collectif et si quand ça ne va pas, il y a
Harry Kane qui arrive à sortir de la tête de l'eau, ou Raheem Sterling qui est habitué à jouer dans ce genre de registre avec Pep Guardiola qui arrive à sortir la tête de l'eau. Donc moi je vois que l'Angleterre serait la plus grande sensation de l'Euro à venir. J'ai doute fort. Je doute fort. Parce qu'on prend cette équipe anglaise, c'est vrai, elle est jeune, c'est une équipe en reconstruction, mais cette équipe joue à l'anglaise. Aujourd'hui, pour pouvoir espérer gagner une compétition majeure, mais il ne faut pas jouer à l'anglaise. Quand vous prenez la France n'a pas joué un jeu assez intéressant, assez fluide, mais la France a gagné la Coupe du Monde. Cette équipe anglaise prend du plaisir à jouer. Or, l'essentiel, c'est de marquer. L'essentiel, c'est de conserver le but. On marque à la 5e minute. Ça manque peut-être de discipline tactique. Je crois que cette équipe anglaise a beaucoup de soucis à se faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre avec toutes ces qualités de joueurs qu'on a. On n'arrive pas à gagner, même si, on se dit que c'est une défaite à l'extérieur face à la République tchèque, mais c'est l'Angleterre qui avait ouvert la marque à la 5e minute. 9 minutes plus tard, on égalise et puis à la 85e, on marque le but de la victoire. Je pense que les Anglais aujourd'hui doivent se dire qu'ils ont beaucoup de soucis à se faire et il faut essayer de régler certains compartiments pour pouvoir aller à l'Euro. Certes, ils vont se qualifier, même si ça va être un peu compliqué. Une victoire, je pense que ça permet à l'Angleterre de se qualifier. Mais, l'Angleterre est sensationnelle par rapport à la France en termes de qualité de jeu. Attention, qualité de jeu, oui, mais résultat. Oui, les résultats suivent. Moi, je dis que, vous savez, il y a une seule nation ou une seule équipe qui a su charmer le monde avec son football et qui est partie gagner, que ce soit au niveau de la phase éliminatoire et tout ça, c'était l'Espagne. C'était l'Espagne qui a débuté par jouer de la même manière. Ils ont terminé sur le haut. Ils ont tout fait. Les autres nations, soit c'est un peu difficile durant les phases éliminatoires et au cours de la compétition même, les nations s'affirment. Par moments, ce sont des nations, Franck vient de le dire, avec les Pays-Bas qui nous habituent la plupart du temps à fesser ses adversaires au cours des éliminatoires. Et pour la phase finale même, elle se fait sortir parfois même juste même quand les Pays-Bas dans les poules en finale. Oui. Donc je dis tout simplement que certes, Félix et Roméo, chacun est en train de dire ses vérités, mais je pense également qu'il faut revoir le calendrier, parce que quand vous prenez des joueurs qui jouent pratiquement en milieu de semaine et en week-end, et au même moment on programme ces rencontres éliminatoires juste, je ne sais pas, à 48 heures ou 24 heures pratiquement après des rencontres en club, ça également, ça impacte sur les performances des joueurs sur le terrain. Donc, je pense que les éliminatoires, l'essentiel, c'est d'essayer d'avoir la qualification et aller se préparer normalement et tranquillement pour la compétition du... Franck, partagez-vous l'avis de Noël de Souza? J'ai envie de dire que l'Angleterre, la dernière fois, a joué sur un complexe. C'est vrai que depuis le début de la compétition, l'Angleterre était dans son monde. Il n'y avait pas de grosses nations en face. L'Angleterre déroulait. Et sur le match de la dernière fois, peut-être qu'ils ont, comme j'ai dit, ils ont joué sur un peu de complexe. Ils ont ouvert la marque. Et puis après, plus rien ne peut nous arriver. Et ils ont eu la surprise derrière. Donc, il a manqué de concentration à cette équipe. L'Angleterre, qui aussi, depuis la dernière Coupe du Monde, a fait une grosse performance que personne n'attendait depuis 1966. Cette équipe, il faut dire, avec Gareth Southgate, qui grandit aussi. Mais ce n'est que les phases éliminatoires et on ne peut pas déjà affirmer que l'Angleterre va pouvoir dominer tout à l'Euro. Il va falloir jouer, confirmer. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Angleterre a la pression ? La pression à quel niveau, puisqu'elle va se qualifier? Pour le moment, je ne pense pas, mais peut-être la suite dira vraiment si cette équipe de Gareth Southgate est en place, est véritablement en forme. C'est des joueurs qui répondent en première ligue, les Sterling, les Harry Kane et d'autres qui sont visiblement en forme. Maintenant, il reste la phase finale pour confirmer tout ça. Bon, moi, je peux dire que cette équipe travaille dans une continuité, parce qu'on a parlé, Franck a parlé tout à l'heure de la Coupe du Monde, mais également en Ligue des Nations. Si vous voyez par exemple les nations comme les Pays-Bas, le Portugal, l'Angleterre également a impressionné sur la Ligue des Nations où elle a fini dans le Final Four. Donc cette équipe, moi en tout cas, je suis toujours
comment dirais-je, séduit. Optimiste, oui, parce que on ne l'attendait pas à ce niveau, on ne l'attendait pas, même à la Coupe du Monde, on ne l'attendait pas. Les pays, l'Angleterre, dans le dernier carré, mais elle a réussi quand même à faire quelque chose avec la jeunesse et a toujours dans la continuité. C'est quand même paradoxal quand on voit le niveau de la Première Ligue, on voit les joueurs qui évoluent dans cette Première Ligue et finalement en sélection, cette équipe n'arrive pas. Le niveau de la Première Ligue par rapport à quoi? Parce que c'est ce qu'il faut voir. Oui, par rapport à la qualité. qualité. C'est ce qui me rend un peu dubitatif. Oui, par rapport à la qualité de ses joueurs. À cette équipe anglaise, Rashford, Harry Kane, le jeune Abraham, le Maguire, ils sont tous là. Mais quand on voit l'Angleterre, c'est que cette équipe n'arrive pas à me convaincre par rapport à la qualité intrinsèque des joueurs. C'est ce que je dis. Parce que quand on met ces joueurs ensemble, on s'attend forcément à une équipe redoutable, peut-être à un rouleau compresseur, comme le fait la Belgique aujourd'hui. Mais l'Angleterre, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à cette équipe, c'est de pouvoir s'ouvrir, par exemple, aux autres cultures de football. Quand on prend la Belgique, parfois la Belgique joue comme c'est une équipe hollandaise. Il faut varier. C'est au niveau de la variation de jeu que l'Angleterre n'arrive pas. C'est à ce niveau que l'Angleterre n'arrive pas à me convaincre. Voilà, justement. Voilà l'Angleterre quand même en tête de son groupe avec 12 points, mais 12 points également pour la République tchèque, deuxième, troisième Kosovo 8 points, 3 points pour Monténégro, quatrième et puis dernier, la Bulgarie, 3 petits points au compteur. Dans le groupe B, on retrouve le Portugal qui joue en déplacement face à l'Ukraine. L'Ukraine leader de ce groupe avec 16 points, 11 points pour le Portugal. Ukraine-Portugal, Franck Lunyama. Oui, je pense que l'Ukraine est en tête de ce groupe. Le Portugal revient. Les deux devraient passer ? Oui, normalement, les deux devraient passer. Le Portugal a fait une mauvaise entame de la compétition. Et cette fois-ci, on essaie de faire le retard. Et je pense que la prochaine journée va être vraiment déterminante. Le Portugal, oui, cette équipe, on ne comprendra pas si elle se fait éliminer parce que c'est le tenant du titre. Donc, ils ont cette obligation-là de pouvoir jouer et être parmi les deux premiers pour disputer la compétition en 2020. Ukraine-Portugal dès ce soir ? Oui, Ukraine-Portugal, je pense que ça va être très difficile à l'Ukraine, même si ce sera à domicile, parce que le Portugal aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que d'aucuns croient ou nous laissent croire. C'est également, je dirais, un assemblage de talents. Quand vous avez des joueurs comme les Bernardo Silva, vous avez d'autres joueurs, les Guedes également, qui répondent cette fois-ci avec la sélection. C'est vrai, le grand est là, Cristiano Ronaldo, qui a soif de but, son problème c'est de marquer, ça joue pas, l'essentiel c'est que CR7 marque, donc je dirais tout simplement que ça va être très très difficile à l'Ukraine. Maintenant vous savez, il y a des jours sans où on fait tout et ça ne marche pas. Si le Portugal est dans ces jours-là, je pense que l'Ukraine peut espérer avoir une victoire à domicile. Sans ça, ça va être très 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 difficile pour la formation de l'Ukraine. Maintenant le Portugal, vous savez, la dernière fois qu'ils sont rentrés avec le trophée de l'Euro, au cours des éliminatoires, c'était très difficile. C'était une péripétie. Tout le monde se disait, est-ce que cette équipe... Déjà en poule, le Portugal qui avait eu 3 points. Toutes les peines du monde face à la Hongrie, si j'ai bonne mémoire, c'était parce que le format a évolué. Il fallait prendre un meilleur troisième. Oui, c'est ce qui a permis au Portugal d'aller prendre ce trophée-là. Maintenant, cette fois-ci, quand ça joue bien, j'ai peur. J'ai comme l'impression que c'est la génération des Figo, de Nuno Gomes qui revient et que ça va être une qualification acquise de la meilleure manière, mais pour la compétition, on attend de voir. Oui, c'est une équipe du Portugal qui produit du football, qui produit du jeu, qui joue bien, on dira, et surtout avec en attaque ce poison qui qu'est CR7, mais c'est face à l'Ukraine, une équipe très jeune qui a sa peau à vendre très cher. Je pense que l'Ukraine n'est pas leader de cette poule par hasard. Cette équipe vraiment joue puis surprend ses adversaires.
L'Ukraine aurait joué contre un Portugal sans CR7, mais malheureusement pour cette formation, CR7 sera bel et bien là. On l'a vu lors du dernier match, il a marqué 2 buts avec un but. Le deuxième, je pense, le défenseur s'est loupé, il a pris le ballon et puis avec un lob, il marque son but. C'est vrai, le Portugal aujourd'hui déroule un très bon football, mais cette équipe a peiné pour le décollage. Maintenant, je crois que l'équipe est bien rodée. L'Ukraine doit jouer forcément pour pouvoir gagner face au Portugal. L'Ukraine qui a 16 points, le Portugal en a 11. Ouais. En cas de défaite, l'Ukraine garde toujours la première place. Mais ce qui est important ici, c'est d'assurer sa qualification, ce qui va être la finale de cette poule. Et ça va être un match à proprement disputé. Mais n'oubliez pas, c'est CR7 du Portugal qui se déplace. On rappelle quand même que les 2 premiers se qualifient directement pour la phase finale. Et l'autre match de ce groupe B oppose la Lituanie à la Serbie. L'Ukraine 16 points comme dit, 11 points pour le Portugal, 3e Serbie 7 points, 4e Luxembourg 4 points et puis 5e et dernier la Lituanie 1 point au compteur. Nous parlons du groupe D qui joue sa prochaine journée demain. Gibraltar qui reçoit Géorgie et puis la Suisse accueille R, leader de ce groupe, 12 points. Alors messieurs, Suisse R, c'est quand même surprenant de retrouver la Suisse au 3e rang dans ce groupe où il y a R, Danemark, Géorgie et Gibraltar. Ouais, c'est pas un groupe aussi relevé que ça. La Suisse devrait normalement contrôler ce groupe avec peut-être l'R ou dans une moindre mesure le Danemark, qui a envie de revenir également sur le chiquier mondial et même européen. La Suisse avec ses valeurs comme les Xherdan Shaqiri et la Suisse qui a 4 points de retard sur les 2 premiers, voilà, et ça risque d'être très très compliqué. Il va falloir jouer à fond et sur ses vraies valeurs. On sait que cette équipe suisse peut faire beaucoup de choses lorsque les Shaqiri et tous les autres sont en forme. Maintenant, c'est malheureux pour eux de pouvoir se retrouver au 3e rang dans ce groupe où il n'y a que le Danemark, il n'y a que d'autres pays qui ne sont pas des références, mais la Suisse est en train de gâcher une véritable chance de pouvoir disputer l'Euro 2020. Si c'est surprenant de retrouver la Suisse au 3e rang dans ce groupe, ce n'est pas du tout surprenant de voir Gibraltar dernier avec 0 points. 5e, voilà. Leader de ce groupe avec 12 unités, même nombre de points pour Danemark. Mais la Suisse peut rebondir parce que si nous nous référons à la Ligue des Nations récente, cette équipe a tout fait lors de la dernière journée, à surprendre et à empêcher la Belgique de passer au Final Four. Donc cette équipe n'a pas encore dit son dernier mot. On espère voir si d'ici la fin des qualifications peut accrocher au moins la 2e place. Ouais, tout va passer par une victoire face à l'Irlande, 4 points de retard. À l'Aïr. Donc je pense qu'avec 8 points, si la Suisse arrivait quand même à prendre ces 3 points, ça ferait 11 et ça veut dire que l'air va stagner. Donc ça va permettre quand même à cette équipe suisse-là de revenir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, parfois au cours des éliminatoires, il y a ces équipes-là qui peinent, qui ont tous les soucis du monde à se qualifier. Et bizarrement, au cours de la compétition, ce sont ces nations qui jouent plus, qui ont plus de l'envie d'aller remporter le trophée. Donc demain, ce sera une finale avant la lettre pour les Suisses qui devraient impérativement battre l'air pour espérer rebondir ou se relancer dans ces éliminatoires. Nous parlons du groupe F, messieurs, où demain, c'est le groupe, bien sûr, le groupe de l'Espagne. L'Espagne seule au monde avec 19 points après 8 journées. L'Espagne qui se déplace en Suède. Ça va être un match loin d'être facile, puisque la Suède est 2e de ce groupe, Roméo Edor. Oui, l'Espagne qui contrôle son groupe F et derrière on a la Suède. La Suède qui joue face à l'Espagne, comme tu l'as dit, c'est la finale de ce groupe. L'Espagne qui malheureusement n'a pas présenté un beau football lors du récent mondial, mais cette équipe qui commence par refaire son groupe. On sait que l'Espagne produit toujours de bons joueurs avec les centres de formation. Maintenant, l'Espagne, on sait que c'est une équipe qui joue, qui déroule, qui fait rêver avec un football assez intéressant. Mais là, il faut se qualifier pour la phase finale.
l'Espagne va se qualifier. Maintenant, il faut battre la Suède. Même si ça va être un peu compliqué pour les Espagnols, je pense qu'ils vont le faire. Parce que cette équipe nous a habitués à des retournements de situation. Face à la Norvège, c'était un but partout. Malheureusement pour les Espagnols, ça a été une surprise pour l'équipe espagnole. Mais voilà, l'Espagne n'est pas dos au mur. L'Espagne peut se qualifier, même peut-être avec un match nul. Ça va passer. Même avec un match nul, l'Espagne peut passer, mais pour la Suède qui reçoit l'Espagne, ce sera un match capital, puisque juste derrière la Suède, il y a la Roumanie qui n'a qu'un seul point de retard, 13 points pour la Roumanie, 14 pour la Suède, et la Roumanie qui reçoit la Norvège, Franck. Oui, je pense que c'est vraiment un match important pour d'abord les Suédois qui doivent gagner pour consolider leur deuxième rang face à l'Espagne qui a été tenue en échec la dernière fois par la Norvège. Oui. L'Espagne, c'est vrai, est maître ou bien maîtresse de ce groupe, mais n'a plus, on va dire, son football d'antan, instabilité au niveau du staff technique, on va dire. Donc l'Espagne doit pouvoir faire le boulot, mais attention au football très physique et direct des Scandinaves, les Suédois, et ils vont tout faire pour quand même tenir tête à la Furia Roja. Derrière, il y a la Roumanie qui doit affronter la Norvège pour se donner encore une chance de pouvoir être peut-être au pire des cas dans les meilleurs troisièmes. Donc un match qui s'annonce aussi important. Et les Roumains qui ont disparu sur la scène européenne depuis des années tentent de revenir, mais pour l'instant, ça cale toujours. La Roumanie de Hadji. Oui. Vous savez, ce qui me fait marrer avec l'Espagne, c'est que le problème des Espagnols, ce sont les Espagnols eux-mêmes. Quand j'imagine un peu que Lopetegui qui était à tête de cette sélection, parce que Zidane s'en allait et que c'était Pérez qui l'avait dragué, l'avait demandé de venir au lieu d'attendre un peu la Coupe du Monde, non, il y a eu, je dirais, cette précipitation-là, ce qui a tout chamboulé. Il est parti, une Coupe du Monde, je dirais, entre guillemets, catastrophique. Après, c'était Enrique qui est revenu. Après, Enrique, malheureusement, avec des soucis de sa fille et tout ça, qui est reparti. Aujourd'hui, c'est son adjoint. Et quand on imagine que le même Zidane revient encore au Real Madrid, vous comprenez un peu que je dirais que ces Espagnols-là, ils se sont tirés une balle dans les jambes. Donc aujourd'hui, le problème de cette sélection espagnole, c'est essayer de retrouver premièrement la stabilité au niveau du staff technique pour pouvoir permettre à un staff de mieux faire le boulot, d'avoir une lecture. Sinon, les talents, les joueurs, les bons joueurs, l'Espagne en dispose. Oui, mais avant ce nul de la dernière fois, c'était un sans faute quand même pour l'Espagne. Donc pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. C'était un sans faute, sauf qu'il n'y avait pas de l'assurance. Il n'y avait pas la confiance dans le temps. Quand on parle de l'Espagne en temps, ça faisait peur. Mais excusez-moi, c'est vrai que l'Espagne était là, gagnait coup sur coup, mais ce n'était pas ça. On sentait quand même que derrière, il y avait cette faille-là. Que face à une grosse écurie, l'Espagne pouvait couler. Donc, vous sentez également au niveau des joueurs que ce n'est pas aussi ça. Piqué, lui, il est parti, mais Sergio Ramos, il est là. Quand on voit un peu la prestation du joueur, oui, il est là, mais on sent qu'il est là, il fait simple figuration. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le vrai boulot au niveau de cette sélection-là, essayer de responsabiliser un sélectionneur, lui remettre les clés de la boîte pour pouvoir lui donner de la confiance et tout ce qu'il faut pour pouvoir remobiliser la troupe. Pourquoi pas, on verra une Espagne. Nous allons donner la parole au patron de la Ligue espagnole. Il faut compter avec l'effectif. Il faut savoir gérer son effectif parce que l'Espagne aujourd'hui, comme je le disais, n'est pas dos au mur. Même avec un match nul, l'Espagne peut se qualifier. Donc il faut essayer de conserver certains joueurs, les préserver pour la suite de la compétition. Mais je disais que la Norvège, ça fait 1133 jours. Cette équipe n'a plus perdu à domicile. Ça veut dire tout simplement que c'est une équipe à domicile, elle est invincible et avec ses supporters, tout ça là, ça ne bandine pas. Et c'est dans le temps additionnel que la Norvège avait égalisé le but. Donc il faut savoir que l'Espagne a tenu le bon bout jusqu'à la 90e minute avec temps additionnel. Et c'est en ce moment que la Norvège est revenue au score, un but partout. Bon, l'Espagne avait fait sans faute avant de concéder ce match nul. Je crois que l'Espagne avec Niguez et les autres, c'est une équipe qui est en reconstruction. Il faut donner un peu de temps à cette formation pour pouvoir se reconstruire
construire avec de jeunes joueurs qui n'ont pas assez d'expérience. Je pense qu'avec le temps, ça peut arriver. N'oubliez pas que ces pays, soi-disant faibles aussi, veulent se faire un nom. Et quand on joue contre une équipe comme l'Espagne, on donne tout. L'essentiel, c'est de se qualifier. C'est de se qualifier. Voilà. Mais surtout un milieu de terrain, parce que par le passé, lorsque l'Espagne a rayonné sur le monde, c'est surtout sa force, c'était Iniesta. dans l'entrejeu. Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, les Xabi, Alonso. Ouais. L'entraîneur arrivait à les mettre ensemble et à jouer. Mais aujourd'hui, on sent que dans l'entrejeu de la Rora, ce n'est pas ça, même s'il y a de la qualité. En tout cas, l'Espagne en tête qui peut se qualifier dès demain dans ce groupe F. Et à la dernière place dans ce groupe, les îles Féroé de cher Romeo. J'ai passé mes vacances. Voilà. Et puis nous parlons du groupe H. Et dans ce groupe, ce soir, la France reçoit la Turquie. Le match au sommet dans ce groupe-là, un match qui s'annonce très bouillant, qui s'annonce fumant, puisque à l'aller, les Turcs avaient battu les Français. Comment s'annonce ce match pour les Bleus, messieurs? Avec toujours à la pointe de l'attaque Olivier Giroud. Oui, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec les Blues, mais qui a le meilleur joueur de Didier Deschamps. Voilà, il a toujours la confiance de Didier Deschamps et il assure. La dernière fois, ça a été un match très fermé face à l'Islande. C'est difficile de bouger cette équipe, surtout la défense, de la contourner. Ils ont réussi sur un penalty d'Olivier Giroud à faire la différence. C'était vraiment important puisque l'Islande n'avait plus perdu à domicile depuis longtemps. La France l'a fait, ça relance quand même cette équipe. Il fallait surtout pas faire perdre ce match-là. Ils l'ont fait et ça leur donne quand même confiance par rapport au match de ce soir. La Turquie, de son côté, a peiné avant de marquer ce but-là face à l'Albanie, 1-0 aussi. Donc on s'attend à un match très compliqué du moment où la Turquie est devant aux différences de goal particulières. Donc ça va être un match assez serré, tendu même. Et Raphaël Varane qui parle déjà de la géopolitique. Vous savez qu'il y a un truc entre la France et la Turquie. Ouais. Il y aura beaucoup de Turcs également aujourd'hui au stade. Donc ça va se jouer à tous les niveaux. Dans la tête, il va falloir être présent pour faire la différence. Mais un match à suivre. La France a quand même les moyens pour ne serait-ce que gagner ce match-là et prendre les 3 points. Lorsque vous êtes, si vous êtes champion du monde, n'importe qui face à vous hausse le niveau, essaye de vous accrocher. Je pense que c'est ce qui arrive à la France. Je ne vais pas critiquer le fond de jeu de Didier Deschamps parce qu'une fois que à la fin, la victoire s'ensuit, c'est déjà bon. Mais se contenter d'un but d'écart, des 2 buts d'écart, des fois c'est problématique dans la mesure où des équipes des équipes un petit peu faibles peuvent vous accrocher ou vous rattraper à n'importe quel moment. C'est là où ça fait bémol un petit peu pour cette sélection française. La France reçoit donc la Turquie ce soir et dans le même groupe, l'Islande accueille Andorre et le 3e match du groupe H oppose la Moldavie à l'Albanie. Nous rappelons qu'en tête de ce groupe, il y a la Turquie et la France, 18 points pour les deux nations. 3e, l'Islande, 12 points. Et le dernier groupe, le groupe de l'Italie déjà qualifié. Et dans ce groupe, l'Italie est en déplacement à Liechtenstein, le dernier de ce groupe avec 2 points. 21 pour l'Italie et normalement ça doit passer pour la Squadra Azzurra et puis ou la Nazionale déjà qualifiée et pour la deuxième place de ce groupe ça va être très serré entre la Finlande et l'Arménie et la Bosnie-Herzégovine. 12 points pour la Finlande, 10 pour l'Arménie et 10 également pour la Bosnie-Herzégovine. Ce sera donc un match importantissime ce soir entre la Finlande et l'Arménie pendant que la Bosnie se déplace en Grèce. C'est tout pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Nous marquons la pause et derrière... Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Montini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes.
Et oui, le débat des spécialistes, nous évoquons ce match entre le Brésil et le Nigeria, un match amical soldé par un score nul d'un but partout. Le deuxième match nul de suite pour le Brésil face à une sélection africaine. Mais nous nous intéressons plus à Neymar Junior qui n'a joué que 15 minutes, un peu plus de 13 minutes dans ce match. Et il est sorti sur blessure. Ça devient récurrent, les blessures de Neymar. Messieurs, qu'est-ce qui explique finalement ces blessures Franck Nunyama? Moi, je pense que c'est le football brésilien qui anime vraiment le jeu de Neymar, le football samba, le football spectaculaire, comme on peut le dire ici à Elevik Bomda. Parfois, il se met dans des gestes compliqués, dans des dribbles inutiles, et là, l'adversaire en face ne veut pas se faire ridiculiser. Il fait une intervention peut-être dure sur lui et il se blesse. Ou soit, c'est l'hygiène de vie du joueur. Vous savez que c'est un joueur qui aime. C'est un bon Brésilien. Oui, comme tous les bons Brésiliens, lorsqu'on se souvient de Robinho, de Ronaldinho et puis Adriano, donc, qui est devenu chef de gang aujourd'hui. Voilà, le grand Ronaldo. Voilà, donc je pense que ça peut être à ce niveau aussi, sans oublier également, on va dire peut-être la morphologie physique du joueur en lui-même. Il y a des joueurs qui sont physiquement fragiles, qui n'arrivent pas à supporter les charges. Mais voilà, Neymar, généralement, je pense que c'est son jeu qui le mène vers ces blessures-là. Neymar, bien sûr, nous savons tous que Neymar, c'est un joueur qui aime s'amuser avec le ballon, mais est-ce que Neymar, c'est lui le véritable artiste des joueurs qui savent bien manier la balle? Je ne crois pas. Rappelons-nous de Ronaldinho dans le temps, mais Ronaldinho, pas comme par rapport à Neymar, physiquement, vous voyez même les cuisses de Ronaldinho, vous savez que ce joueur, il travaille bien sa forme. Dès que, si tu le touches, tu sauras que tu touches un joueur. Or que Neymar, contrairement à Ronaldinho, n'est pas trop physique. Pourtant, il aime trop garder la balle. Donc Félix a eu à toucher Ronaldinho. Non, mais une façon de parler. Quand il était à Lomé. Donc, pour revenir pour chuter, si vous voyez des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, ce sont des joueurs qui travaillent, qui durent dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent très bien leur hygiène de vie. Les nuits, les sorties nocturnes, ils évitent, ils travaillent bien, ils sont à chaque fois à l'entraînement, ils sont réguliers à l'entraînement, mais contrairement à Neymar qui aime, comme on vient de dire tout à l'heure, un vrai Brésilien. Donc tout ça en tâche sûre. Et en plus, le PSG n'arrive pas à bien cadrer ces joueurs-là, il les laisse trop le temps d'aller s'amuser. Or, une carrière professionnelle, ça dit au plus tard 15 ans, pourquoi Neymar ne peut pas se concentrer sur sa carrière et fêter après sa retraite. Le problème de Neymar, les blessures de Neymar, comment ça s'explique, messieurs? Je parle de deux Neymar. Neymar au Barça, et Neymar en équipe nationale. Okay. Et peut-être Neymar en équipe nationale. Neymar au Barça ne se blesse pas comme ça. Pourquoi Neymar au PSG ou Neymar en sélection se blesse comme ça? C'est parce que les équipes ou les joueurs ont pris le temps d'étudier un peu le jeu de ce Brésilien, parce qu'ils savent, ces joueurs-là, qu'ils gardent beaucoup le ballon. Mais Neymar aussi doit étudier les équipes adverses. Quand je joue contre une équipe africaine, mais je sais que les Africains sont durs sur homme, ce sont des joueurs physiquement au point, mais il faut éviter certains dribbles. C'est ce qu'il fait, Neymar. Les contacts inutiles. Les contacts inutiles, il faut les éviter. Il garde trop le ballon, il aime trop s'amuser avec le ballon, ridiculiser l'adversaire. Mais c'est pas ça, le football spectacle, là, c'est révolu. Il faut aller vite avec le ballon, il faut servir son partenaire. Je pense que Neymar peut éviter ces genres de blessures s'il arrivait à jouer collectif, à libérer le ballon au moment opportun. Je pense qu'il va éviter ces blessures-là. Non, je dis tout simplement que le problème de Neymar Junior aujourd'hui, même si certaines personnes ne veulent pas le concéder, c'est entre guillemets un peu le PSG. Parce que Neymar au Barça, comme l'a dit Romero Yetor, il faisait tout, mais il n'avait pas la possibilité d'aller où il veut. C'est-à-dire, quand il y avait des interdictions, c'était possible de voir Neymar brader ces interdictions-là. Mais il savait que quand il le faisait, il en prenait pour son compte. Même de la part de ses coéquipiers qui sont Messi ou Suarez. Il sait pourquoi, d'ailleurs, avec son papa, ils ont tout fait pour pouvoir revenir au Barça. Il sait quand même que dans cette maison-là, il y a des règles, il y a beaucoup de choses que tu dois suivre. Et ça permet quand même aux joueurs d'être plus performants, d'être en forme.
quand vous prenez Nima par rapport à cette blessure, vous suivez les joueurs. Nima, avec sa blessure, je pense, de 2 mois, avant qu'il ne revienne, Nima n'a pas encore cette capacité-là d'enchaîner des matchs. Au niveau du PSG, c'est vrai, il est là tous les week-ends, mais est-ce qu'il est déjà apte pour enchaîner les matchs tous les week-ends et enchaîner également avec les journées FIFA? Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça également. Il y a le côté mental également qu'il faut revoir, l'atmosphère dans laquelle est en train d'évoluer le joueur. Quand vous avez un joueur qui joue pour un club et qui dit qu'il va jouer tous les matchs à domicile comme à l'extérieur, ça veut tout dire. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un Nima d'après Barça qu'on a et malheureusement ça impacte sur sa carrière. Ce qu'il peut plus faire, c'est d'essayer quand même de retrouver un autre club qui va plus le serrer, le ceinturer et le permettre de retrouver son niveau d'entente. C'est un grand garçon. C'est vrai. Il a quand même 27 ans. Il a 27 ans. Il a envie de gagner le ballon d'or, d'être le meilleur. Il faut se donner, il faut se fixer des règles. Mais pour gagner le ballon d'or, mais il a un corps faut fragile pas aussi. se blesser à tous les coups. Il a un Il a un corps fragile et aussi il traîne une blessure de longue date qui n'a pas été véritablement soignée parce qu'il refuse de se faire opérer. Voilà, nous allons donner la parole aux auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour un numéro. Allez, nous allons donner la parole aux auditeurs. Nous allons recevoir ne serait-ce que 2 auditeurs. Peut-être les voisins vont appeler. Qui sait pour nous parler peut-être du sujet Neymar ou sur le fait qu'il les a marqués au cours de ce week-end. Le premier en ligne. Allô? Ouais, bonjour, Ezekiel Aguiataï. Oui, bonjour. Padé nous Padé. Oui. Voilà, le voisin est là. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Ils sont là, les spécialistes. Oui, Padé nous vous écoutons. Pour le cas Neymar, vous avez tout dit. Il n'a qu'à travailler et laisser quelque chose. Neymar au PSG, il ne sera pas cadré. Au Barça ou bien au Real, il va cadrer. Il y a certains centres qui doivent faire, il ne le fait pas. Juste, il est là pour fournir les joueurs. Alors les défenseurs ne peuvent pas accepter. Un Cristiano demande le ballon. Tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors on te recadre. Il n'a qu'à laisser certaines choses. À coup de pied? Oui. Il n'a qu'à travailler beaucoup pour avoir son ballon d'or. Sinon, avec l'allure, je ne pense pas qu'il va avoir le ballon d'or. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Allez, bonne journée, Padé nous Padé. Pardon? Le voisin d'à côté. Ah, le voisin, il est là. Brucadio Faustin. Allô? Un autre derrière, Padé nous Padé. Voilà, messieurs, nous allons vous donner la parole peut-être pour saluer des inconditionnels. Ouais, Roméo Etor. Bonjour à tous. Noël de Souza. Je vais penser particulièrement ce matin à Francine, à la petite Grace et à sa maman. Voilà. Moi, je vous fais Félix Walla. Je vous fais grâce. Bon retour à Roméo Etor qui a C'est... passé de très bons congés sur les îles Féroé. Il est de retour et puis excellente semaine aux inconditionnels. Voilà, nous disons merci à vous, messieurs. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de Plateau Foot Europe. Merci à Elom Adovon qui a assuré la vidéo. La suite de l'anniversaire de Elom. Ah oui, Elom qui souffle justement, qui a soufflé une bougie hier. C'est bien ça. Joyeux anniversaire à toi, Elom. Tout à l'heure à la fin de l'émission, on poursuit, c'est ça. Voilà. Merci également à Pélagie Mekoum qui a assuré la mise en onde. Je suis Ezekiel Aguiataï. Restez à l'écoute de la référence sportive au prochain numéro.